Bonjour. Ah, Ça va bien? oui. Bon, on va commencer. J'ai eu cette mission d'introduire notre conférencière d'aujourd'hui au nom du CRDE. Puis juste pour dire qu'effectivement, je sais que les gens qui sont ici connaissent notre chère collègue Françoise Berthoud, qui vient de France. Mais puisqu'on enregistre, c'est ça, on faudra quand même qu'on le dise. Donc, c'est ça notre collègue Françoise Berthoud qui vient, qui a fait son doctorat, justement, je pense que c'est le sujet de ton doctorat sur les pratiques tutorales dans une formation à distance, que Françoise va nous présenter lors des prochaines 30-35 minutes pour laisser la place à une discussion. Effectivement, également, donc, Françoise maintenant travaille comme chercheur, comme formatrice, chercheur associée à l'Université Lyon 2. Puis elle a beaucoup d'intérêt, notamment l'apprentissage des langues, c'est presque je peux comprendre, et les compétences numériques, d'où justement l'invitation pour Françoise de venir faire son séjour de 3 semaines sur l'équipe Completica. C'est ça. Mais aujourd'hui, plus précisément, je ne vais pas prendre plus de temps de Françoise, mais elle complétera ma présentation lors de sa présentation en bonne conférence. Merci beaucoup. Merci d'être présent. Donc, c'était pas facile à préparer cette intervention. C'est à peu près 10 ans de recherche. Donc, il a fallu effectivement là aller à l'essentiel. Donc, qu'est-ce que je choisis effectivement de présenter sur ces 10 années. Donc, j'ai essayé quand même de faire quelque chose d'assez concis et d'assez précis, donc notamment vraiment axé sur les compétences. Sachant que mon travail de thèse ne portait pas uniquement sur les compétences, mais effectivement, j'ai choisi d'axer la présentation là-dessus. Donc, avant de démarrer, je voulais savoir un petit peu, vous, comment vous voyez ça, vous? Le tutorat à distance, pour vous, ça évoque quoi? Finalement, qu'est-ce que vous en savez? Avant que je démarre ma présentation, j'aimerais savoir où vous en êtes. En fait, vous voyez ça comment? On accompagne qui? Comment? Est-ce que c'est un tutorat qui est vraiment ciblé? Ou est-ce que c'est plutôt un tutorat d'accompagnement plutôt style soutien affectif? J'aimerais voir un peu, vous, ce que vous en pensez, comment vous définissez les choses. Voilà, j'aimerais bien ça. Ben moi, quand je pense tutorat, je pense cette relation 1 à 1, apprenant, enseignant à l'extérieur, souvent du cadre formel d'enseignement ou d'apprentissage. Ouais. Donc, un genre de, je sais pas, au contexte d'accompagnement. Donc, accompagnement, on dirait individuel? Individuel. Souvent, moi, je le vois souvent à l'extérieur du cadre formel, du contexte formel d'apprentissage. C'est comme ça que je le vois. Moi, j'avoue que le sujet me passionne beaucoup, mais effectivement, je n'ai que très peu de connaissances là-dessus, parce que déjà, la pratique d'une formation à distance, pour moi, c'est une nouveauté, car je n'ai jamais suivi ni enseigné un cours à distance, mais je sais que je veux le faire l'année prochaine, donc ça m'intéresse énormément, mais quand je réfléchis aux pratiques, c'est à peu près ce que Michel vient de dire, c'est-à-dire comment accompagner une personne, mais c'est le mot qui me dérange aussi, plutôt le terme, c'est tutorat. Parce que déjà, dans une formation à distance où on est limité à ne pas se connaître, comment est-ce que ça peut se faire et sur quel sujet? Parce que pour moi, c'est plutôt comme tutorat, mais c'est un tutorat en fonction de la particularité de la matière principale du cours, ou c'est plutôt les pratiques, comment le faire dans un contexte d'enseignement à distance. Et comment les deux interagissent. Ils mettent de la pression en fait, sur l'apprenant et le tuteur, la personne qui voudrait fournir cet accompagnement. C'est peut-être mon premier questionnement. Moi, je dirais que j'ai fait mon doctorat de cette façon-là, dans un centre.
Parce que formellement, j'ai tout fait mes cours à l'Université Laval. Ma scolarité, mes premières années à la thèse, j'étais à distance, puis je ne m'attendais pas à l'Université Laval, il y avait 300 km. Ça se faisait par courriel, ça se faisait par téléphone. Je ne sais pas si on veut parler de pratique tutorale. C'était informel, mais c'était formel parce que toute la thèse s'est faite de cette façon-là. Si on répond à deux autres questions, par exemple, quelles sont les compétences nécessaires, ben, ça posait des défis, là, tout le non-dit, toute l'intentionnalité, donc ça prend ça prend une excellente compétence, de communication. Être précis. Ne pas laisser traîner aussi des intentions qu'on ne comprend pas. Okay, c'est vraiment ce qu'il voulait dire, ben, on la pose carrément, puis on... Ouais. Bonjour. C'est bien d'avoir vécu. Du coup, ça nous aide Ben, à faire un point si de ça rentre dans une pratique tutorale, c'est ça que j'ai vécu. Oui, c'est ça. Je pense que oui. Ouais. Manon, je sais pas, une petite je ne veux pas répéter ce que représentation. les gens ont Ouais. déjà dit, là, mais ça couvre déjà pas mal. Ce que je me demande, moi, c'est que je me dis, déjà en personne, c'est pas nécessairement évident, parce que parfois, je sais quand moi j'ai été mentor, puis je le vois un peu dans ce sens-là, tu veux que les gens viennent à toi parce que tu as beau offrir tes services, tu veux qu'ils viennent. Donc, quand c'est à distance, j'ai l'impression qu'il y a un plus grand danger que les gens décrochent plus rapidement parce qu'il n'y a pas cette présence-là qui est là. Donc, je le vois comme un défi. Là. Je sais quand on discutait, on parlait beaucoup de le fait d'être autodidacte puis d'essayer des choses par soi-même. J'ai l'impression que ça devient quelque part encore plus important à distance. D'être capable de se débrouiller parce que tu n'as pas cette personne-là qui est facilement accessible à n'importe quel moment. Une d'autonomie. Ouais. Puis là, il faudrait voir aussi, quand on dit quelles sont les compétences nécessaires, est-ce qu'on parle du formateur ou est-ce qu'on parle du formé? Comme là, quand on parle d'autonomie, c'est plus au niveau de la personne qui est formée, mais quand Mathieu parlait de la communication, la précision, ben là, c'est pour les deux, là, ça va dans les deux sens. Ouais. Donc en fait, le travail de recherche que j'ai mené, que je mène encore maintenant, donc, porte effectivement sur la position du tuteur. Okay. Hein? Donc effectivement, on ne peut pas faire abstraction effectivement des apprenants, mais effectivement, ça va être vis-à-vis du tuteur. Hein? Quelles sont les compétences nécessaires de la part des tuteurs et quelles sont les compétences développées, donc quelles compétences développent les tuteurs. Voilà. C'est pas mal déjà. C'est bien. Ta calme, peut-être, on va prendre un peu de cours, mais comme tu as suivi une des formations desquelles je vais parler, donc ce serait pas mal si toi, en tant que tutoré, du coup, comment tu vois ça, toi, le tutorat? Qu'est-ce que ça t'inspire de la part d'une vision, effectivement, de quelqu'un qui l'a vécu en tant que tutoré? Qu'en penses-tu, toi? Bon, ce que je vais dire par rapport au tutorat, c'est une expérience que j'ai vécue en tant qu'étudiant en formation à distance. M'a permis de comprendre qu'il y a différentes approches du tutorat. Il y a le tutorat d'un point de vue de l'accompagnement des étudiants sur le plan pédagogique. Il y a le tutorat d'un point de vue de l'accompagnement des étudiants sur le plan administratif. Il y a le tutorat des étudiants sur le plan de l'accompagnement technique. Parce que là aussi, il y a beaucoup d'étudiants qui, au départ, ne savent pas comment utiliser l'outil, les outils technologiques qui sont mis à leur disposition. Il y a ce qu'on appelle un tuteur technique qui peut un peu jouer ce rôle. Le tuteur administratif, parfois, il gère le volet
administratif. Et maintenant, le tuteur pédagogique, là aussi, on a plusieurs possibilités. C'est-à-dire, on peut avoir un tuteur qui travaille de concert avec un concepteur de cours, ou alors un enseignant qui est concepteur de cours et en même temps tuteur. Oui. Bon, là, ça demandait naturellement beaucoup de compétences de la part du tuteur. Beaucoup de compétences. Et ce qui m'a le plus marqué, c'était les compétences en termes d'empathie. Puisqu'on utilise les outils technologiques, il n'y a pas de contact physique direct avec les étudiants. Il faut donc, à partir des traces écrites laissées par les étudiants sur la plateforme de formation, être capable de comprendre à demi-mot les difficultés que les étudiants peuvent poser. Nous, on avait eu un tuteur de l'université de Mons, Jean-Bernard Cambier, je vais le citer, pour ne pas le citer, qui a marqué pratiquement, qui a impressionné pratiquement tous les étudiants de toutes les promotions. Si vous lui envoyez un message à 2h du matin, à 2h05, il vous répondait. Donc en réalité, c'est un peu comme s'il ne dormait pratiquement pas. Et du coup, cette réactivité mettait les étudiants en confiance. Bon, aussi d'un point de vue maintenant des styles de tutorat, il y a ce qu'on appelle le tutorat réactif, c'est-à-dire les tuteurs qui attendent toujours que les étudiants les sollicitent. Il y a ce qu'on appelle les tuteurs proactifs, c'est-à-dire qui taquinent, c'est-à-dire qui prennent l'initiative. Bon, en réalité, on peut analyser le tutorat sous différents angles. Effectivement. Ça, d'emblée, c'est ce que je peux dire. Maintenant, en rapport avec les compétences, je crois qu'on aura tout le long de votre présentation l'occasion de revenir amplement sur... Donc, tu as à peu près tout posé, en fait. Merci. Effectivement, à peu près tout posé. Je sais que tu as beaucoup lu par rapport à ça, donc c'est intéressant. C'est effectivement, voilà, ça m'intéressait de savoir un peu ce que vous en pensez, parce que finalement, on va compléter au fur et à mesure, et effectivement, on va se rendre compte, et c'est ce qu'on va développer, qu'il y a tous ces rôles-là qui sont effectivement parfois clairs au départ, mais qui ne sont pas forcément très clairs au départ pour certains. Donc finalement, comment chacun se saisit, en fait, comment chacun des tuteurs se saisit des rôles qui sont attendus, des compétences qu'on estime nécessaires, et finalement, qu'est-ce qu'il développe, donc on terminera avec ça, qu'est-ce qu'il développe comme compétences en plus de ce qu'on attend de lui. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le contexte dans lequel donc, la recherche s'est posée. Donc, pour l'instant, une définition parmi tant d'autres. Alors, vous trouverez très peu dans ma présentation de références bibliographiques. Si ça vous intéresse, je vous en transmettrai une. C'est-à-dire qu'il y a énormément dans la présentation, évidemment, de concepts que je n'ai pas développés moi, c'est évident. Par contre, je n'ai pas alourdi la présentation en mettant tous les noms et les sources. Sinon, c'était vraiment trop lourd. Mais par contre, si ça intéresse certains, je vous fournirai une bibliographie. Il n'y a pas de problème. Donc, il y en a une qui est assez intéressante, une définition parmi tant d'autres. Donc nous utilisons le terme de tuteur dans son sens le plus large pour inclure les académiques, membres du corps enseignant, instructeurs, formateurs privés, animateurs, facilitateurs, modérateurs, experts, équipes pédagogiques entre autres. Le terme de tuteur online inclut toute personne chargée d'un rôle de soutien, de facilitation aux étudiants pour apprendre efficacement à distance. Donc on voit que c'est une définition qui est quand même particulièrement large. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on y met derrière ? Le plan d'intervention, ce sera le suivant. Donc, déjà, contexte de la première recherche menée, donc c'est mon travail de doctorat. Ensuite, les compétences prescrites, les cahiers des charges. Qu'est-ce qu'on demande de prime abord aux tuteurs? La construction des compétences, comment elle se fait, et quelles sont les compétences qui sont développées. Donc ça, c'est la deuxième recherche, la recherche à laquelle j'appartiens à l'heure actuelle, donc qui est une recherche qui est menée avec la TNUC. Et on s'intéresse aux compétences développées dans l'activité. Donc la première recherche, donc 2006-2012, les acteurs étudiés donc, sont les tuteurs à distance. Donc j'ai fait une trentaine d'entretiens avec les tuteurs à distance, leur spécificité, c'est-à-dire quelle est leur profession dominante, d'où ils sont, l'expérience, l'ancienneté, etc., etc. Les contextes, donc 3 campus numériques différents, avec des règles de fonctionnement qui sont différentes. Il faut savoir aussi que les étudiants ont fait le choix de la distance, pour ces étudiants qui font une
formation à distance. Donc c'est vraiment un choix de leur part, sachant qu'en général chez nous, les formations existent en présentiel, hormis effectivement pour 2 des campus étudiés, où là, donc c'est TACAM qui a suivi une des formations, ce sont des étudiants qui sont éloignés, donc qui, eux, ne pourraient pas faire la formation en présentiel. Les cours donc, sont donnés via des plateformes, ne sont pas forcément les mêmes. Des contenus sont numérisés, podcastés, donc tout dépend effectivement comment les enseignants ont décidé de développer les cours. Les nouvelles, qui sont plus si nouvelles, modalités technologiques donc proposées pour la communication. Donc il y a des forums, messageries, chats, c'est ce qu'on va voir, et comment les tuteurs s'approprient les outils. Et donc, pour faciliter la formation, pour éviter qu'il y ait trop d'abandon, parce que le challenge effectivement de ces formations à distance, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, c'est le nombre d'abandons. Parce que c'est quand même très difficile de se tenir, sachant qu'effectivement, on n'a pas de... hormis sur un campus, et sur les autres, il n'y a aucun regroupement. C'est-à-dire que vous travaillez toujours seul et loin éventuellement des autres étudiants. Donc vous ne pouvez pas forcément vous rencontrer pour travailler ensemble. Donc c'est effectivement la grosse contrainte, c'est le nombre d'abandons, et c'est pour ça que le tutorat a été mis en place. Donc, 2 formes de tutorat, de ce qui a été étudié. Le premier, donc, moi je suis tutrice d'étudiants, ça fait une quinzaine d'années, donc c'est ce qu'on appelle un tutorat transversal. Je rappelle un peu l'histoire des compétences transversales, c'est-à-dire qu'on est censé suivre effectivement des étudiants. Donc moi j'ai 2 groupes différents. J'ai un groupe d'étudiants de licence, donc c'est votre dernière année de baccalauréat, des étudiants qu'on suit sur une année entière. Donc le but, c'est un consortium de Lyon 2, Rouen et du CNED, et le but, c'est effectivement que les étudiants ne décrochent pas. Le premier des objectifs du tutorat, les étudiants payent pour avoir ce tutorat individualisé, et l'idée c'est on ne décroche pas. Malgré ça, quand même, il faut être réaliste, on a quand même un certain nombre d'étudiants qui décrochent de toute façon. On a beau essayer de faire un peu ce que l'on peut, tout ce que l'on peut, c'est assez difficile. Ce sont des étudiants qui travaillent à côté, qui ont une famille, et qui en plus ont décidé, pour la plupart d'entre eux, de faire une année de licence sur une seule année universitaire. Donc pas la peine de dire que le challenge est quand même de taille, et beaucoup effectivement ont sous-estimé la masse de travail et n'arrivent pas au bout effectivement de leurs engagements. Donc les outils utilisés pour nous, donc c'est dans un forum collectif, on a une messagerie donc personnelle, et maintenant sur la plateforme il n'existe plus le chat, donc on a des outils quand même qui sont relativement limités, il faut quand même dire ce qui est. C'est quand même pas énorme comme outil de communication. Donc ça c'est ce qui est proposé donc, sur notre plateforme pédagogique telle qu'elle. Bon, par contre après, effectivement, on va voir que les tuteurs vont se saisir des outils en fonction de leurs compétences techniques et vont effectivement développer ce qui va bien aller pour eux. Nous on a donc une formation hybride, c'est-à-dire qu'on a 2 temps de regroupement sur l'année. Donc logiquement les étudiants ont obligation de venir au temps de regroupement qui se situe donc en novembre, donc ça va être la semaine où je vais rentrer, et au mois de mars. Voilà. Ils ont donc 6 jours sur l'année de temps de regroupement, plus les examens, pour l'instant, qui sont donc fin mai. Pour ceux qui sont très très loin, on a des étudiants de Nouvelle-Calédonie, on a des étudiants qui... Moi j'avais des étudiants de Général l'année dernière, on a des étudiants de la Réunion, on a des étudiants un peu partout. Donc ils font l'effort de venir ou pas en fonction de leur disponibilité. C'est quand même, à leur libre appréciation, c'est quand même difficile de leur imposer ça. Sur les 2 autres campus numériques étudiés, donc Vessiel, qui à mon avis n'existe plus à l'heure actuelle, et UTICEF, donc c'est la formation qu'a suivi TACAM, qui maintenant s'appelle donc il s'appelle Accredit. Donc là c'est un tutorat qui est expert, c'est-à-dire que c'est par rapport à une discipline. Le temps est limité, c'est pas sur une année entière, c'est 3-4 semaines, et le tuteur, donc c'est pour ça qu'à mon avis il y avait une telle réactivité, c'est que le tuteur est censé, il a un temps très très court pour répondre. Normalement il y a quand même 24 heures. 5 minutes, effectivement, c'est quand même court. Mais normalement, ils ont effectivement un temps qui est beaucoup plus limité, alors que nous, par exemple, on a 72 heures, sachant qu'on a un tutorat annuel, donc c'est vrai qu'on a 72 heures pour répondre aux étudiants. Mais chez eux, effectivement, puisque le cours est très ramassé sur 3-4 semaines, il faut impérativement que le tuteur ait réagi très vite, donc il a 24 heures maximum pour répondre. Et par contre, pour eux, ce sont des formations qui sont entièrement à distance, donc il n'y aura pas de regroupement qui sont envisagés sur l'année. Alors rapidement, les cahiers des charges, c'est pour vous dire à peu près, donc on arrive donc, en tant que tuteur. Contrairement donc, à ce qui se fait au moins au Québec, je ne sais pas dans le restant du Canada, ce n'est pas un métier à part entière. Hein, c'est une fonction.
C'est-à-dire qu'on n'a pas de syndicat, on n'en vit pas, hein, c'est quelque chose qu'on fait en plus d'une profession dominante. Donc, on nous donne un cahier des charges, il n'y a pas de formation au démarrage, hein, on nous dit, bah voilà, il va falloir encadrer des étudiants à distance sur telle plateforme. Ok, bien, donc on nous donne quand même quelques missions. Donc, par exemple, chez nous, dans notre campus hybride, c'est veiller à ce que l'étudiant structure son travail sur son parcours de formation, remotiver l'étudiant dans son parcours de formation, suivre la progression de l'étudiant dans son parcours de formation, aider l'étudiant qui rencontre un problème de compréhension relatif à un contenu. Ça veut dire qu'ils ont 14 disciplines différentes, donc ça voudrait dire que le tuteur il serait en mesure de pouvoir répondre sur les 14 disciplines, c'est-à-dire en philosophie, en économie, en psychologie, en sociologie, en statistique, etc. etc. Ça paraît un peu difficile, hein, mais quand même, ils ont de l'ambition au départ. Faire profiter le groupe d'étudiants de la relation individualisée avec chaque étudiant et préparer les temps de regroupement. Campus numéro 2, relancer sans cesse l'intérêt et l'activité des apprenants. Proactivité. Être toujours disponible pour clarifier un point de méthodologie. Créer une communauté d'apprentissage entre apprenants. Exercer un suivi attentif afin d'éviter tout abandon. Gérer les échanges par la mise en place de travaux collaboratifs. Aider les apprenants sous forme de dépannage, donc une aide technique. Évaluer par un contrôle continu. Et participer à l'espace tuteur. Donc on voit quand même un nombre de missions relativement conséquentes. Et le campus numéro 3, donc là ils sont un petit peu plus vagues. Au début de la formation, donc le tuteur il doit prendre contact avec le groupe, il doit se présenter, il doit préciser son rôle, définir les objectifs et mettre en place un planning. Bref, il doit créer les conditions optimales pour une formation accompagnée à distance. Chacun fait comme il peut. En cours de formation, il doit guider, dépanner, coordonner les étudiants. Donc, respect du planning, rôle d'expert des contenus et écoute des apprenants. Et en plus, donc on a la mission d'évaluer. Donc on voit quand même beaucoup de choses à faire, quel que soit effectivement le campus. Donc quelles sont les compétences qu'on attend? Finalement, on demande quoi au tuteur? Il faut donc aider à la planification. Donc, tout ça, toutes ces affirmations donc, font l'objet de recherches. Hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, donc ce sont des recherches qui ont été faites sur le territoire en Europe. Donc savoir aider à la planification, savoir aider à accéder aux ressources. Comment je vais chercher une ressource et comment je la choisis. Savoir aider au niveau méthodologique. Comment j'apprends, comment je m'y prends pour apprendre. Par exemple, sur notre campus nous concernant, pour nos licences, ce sont des gens qui ne connaissent pas forcément le travail universitaire. Donc c'est des gens qui ont fait d'autres études, qui ont demandé une validation des acquis d'expérience, par exemple, et qui reviennent donc faire une formation universitaire. Mais ils n'en connaissent ni les tenants, ni les aboutissants, ni les méthodes de travail. Donc c'est à nous de les aider à travailler. C'est-à-dire comment je m'y prends, une méthodologie, comment j'apprends à apprendre. Encadrer les travaux collaboratifs. Savoir créer une communauté, puisqu'on nous demande de créer une communauté entre les apprenants, et éventuellement aussi une communauté entre les différents tuteurs. Il faut que je sache évaluer, il faut que je sache répondre aux besoins techniques. Donc tous les problèmes techniques qui peuvent se rencontrer sur la plateforme, il faut être en mesure, en tant que tuteur, de pouvoir répondre. Sachant que ce qui se passe aussi, par exemple, sur notre campus, c'est que nous sommes l'unique interlocuteur des étudiants. Le tuteur est l'unique interlocuteur. Ils n'ont pas accès direct aux enseignants, non, ils ne les connaissent pas et ne les connaîtront jamais. Donc le tuteur est censé répondre effectivement à toutes les questions que peuvent se poser les étudiants, donc de l'ordre pédagogique, administratif, technique et socio-affectif. Donc la mission est relativement lourde quand même. Donc l'idée c'est aussi d'amener et surtout un accompagnement social, un soutien psychologique, une congruence cognitive, c'est-à-dire être en mesure de s'exprimer dans le langage des étudiants, utiliser des notions qui leur sont familières. S'il y a une difficulté concernant éventuellement un contenu, l'étudiant nous pose la question,
Donc si on connaît un peu la spécialité, ce que la difficulté, je vous expliquer, on ne peut pas être expert en sociaux, en psycho, en philosophie, en statistique, c'est pas possible, hein, on ne peut pas être expert partout, mais si effectivement ça fait partie de notre champ de connaissances, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est effectivement le renseigner et lui expliquer le concept, parce que de temps en temps c'est ça, c'est simplement une compréhension qui est défectueuse d'un concept qui a été expliqué d'une manière un petit peu trop difficile. Donc il faut s'exprimer ni d'une manière familière, ni d'une manière trop soutenue, il faut effectivement rendre accessible les contenus. Et enfin, une composante sociale, une notion de bienveillance. Bref, mettre une relation humaine dans une relation médiatisée. Là, c'est un petit peu assommé. Alors, une très bonne définition, et ça sera la dernière. Le tutorat devient alors dans un agir en situation pour l'exercice duquel il ne suffit plus seulement d'être capable d'exécuter le prescrit, mais d'être en capacité d'aller au-delà du prescrit pour co-construire une forme actualisée de l'accompagnement, de la réalisation d'un projet d'apprentissage explicite et explicité. Belle définition un peu compliquée, mais que j'ai trouvée quand même vraiment intéressante. Hein. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on nous demande d'aller au-delà du prescrit. Mais qu'est-ce que c'est au-delà du prescrit? Et donc, moi, ça a été effectivement ce qui m'a intéressé, ça a été le démarrage de mon travail de thèse, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on veut de nous, en fait? C'est-à-dire, c'est tellement complexe. Ce qu'on nous demande est tellement complexe, quand même assez vague au démarrage. Chacun se saisit, parce que c'est ce que vous allez voir ce que je vais vous expliquer, c'est chacun se saisit un petit peu comme il l'entend en fonction de ses compétences, de son vécu, de son expérience, chacun se saisit de son rôle comme il l'entend et va effectivement faire un tutorat qui lui ressemble. Je dis, mais ça m'a quand même interpellée, je dis, mais comment est-ce qu'on peut effectivement uniformiser éventuellement quelque chose? Est-ce qu'on peut envisager une formation? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est tellement si diversifié que... Donc ça a été un peu effectivement le démarrage, moi, de ma recherche. Hop. Alors, des questions. Est-ce qu'on doit former des tuteurs à distance? Est-ce qu'on doit envisager éventuellement un positionnement? Est-ce qu'ils sont en mesure de pouvoir faire cette fonction? Encore une fois, ce n'est pas un métier. Donc si c'était encore une profession, un métier en tant que tel, on va dire, on va effectivement faire un référentiel de compétences éventuellement qu'on va effectivement transmettre, etc. Mais le cas ne se présente pas pour nous. Donc est-ce qu'on doit envisager un positionnement? Est-ce que tout le monde est en mesure de faire ça? Comment on les recrute? C'est quoi nos objectifs et du coup, comment on pourra organiser le recrutement et éventuellement, dans quelles compétences développer et comment? Bon, je pense que je vais un peu faire vite, parce que sinon, on va terminer. Donc, mon cadre conceptuel, donc je suis partie sur un cadre conceptuel, enfin moi je suis partie sur une approche sociologique et un cadre conceptuel que j'ai emprunté à des Canadiens, Bell et Fassina, qui ont travaillé, c'était quelque chose qu'ils ont développé en ergonomie, et que j'ai trouvé tout à fait intéressant, à voir le tutorat comme une activité-service. Donc qui va se construire, les pratiques vont se construire en fonction de différents pôles. Qui sont? Le premier, donc, le point de départ, c'est l'institution. Il y a un cahier des charges, et puis c'est l'institution qui fait le recrutement. Donc là, on est un petit peu dans les compétences attendues. Hein, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure avec le cahier des charges. Ensuite, nous avons les pairs, les autres tuteurs. Donc, expérience partagée. On est un groupe de tuteurs. Nous, on a effectivement la chance de se rencontrer, ce qui n'est pas forcément non plus le cas de tous les campus. Nous, on a quand même la chance de se rencontrer 2 fois dans l'année, ce qui permet de partager nos expériences. Et moi, par exemple, cette année, je suis tutrice de tutrice. C'est-à-dire que quelqu'un démarre son activité et c'est à moi de l'encadrer pour lui expliquer comment on peut s'y prendre, comment on peut faire, etc. etc. Donc, nous partageons, si possible, l'expérience. Mais pas tant que ça quand même, parce que chacun reste quand même très individualisé dans sa pratique. Et puis, une certaine compétition quand même, dans la mesure où les choses ne sont pas forcément formalisées en tant que telles, il y a une certaine compétition quand même entre les tuteurs. Parce que nous, par exemple, on doit leur faire valider un dossier méthodologique. Donc, combien dans ton groupe ont validé de dossiers méthodologiques? Et donc, il y a une certaine compétition qui s'installe aussi parce qu'on se dit, bah, tiens, toi, tu en as fait valider plus cette année, moi moins, etc. etc. Oui. Est-ce que ça peut avoir un impact sur le recrutement sur la suite? Enfin, les tuteurs, est-ce qu'ils sont recrutés pour 1 an, 2 ans, ou s'ils sont en CDI? Ce sont des CDD qui sont quelque part par tacite reconduction, parce que
si on regarde chez nous par exemple, nous sommes rémunérés 2h30 par an par étudiant. C'est énorme. Hein? Et donc on les suit sur cet apprentissage, enfin sur ce tutorat transversal, et on doit les aider à, maintenant on peut leur mettre 3 notes, donc ils valident entièrement une UE avec nous sur tout ce qui concerne la méthodologie. Donc là, s'ils valident leur dossier, nous sommes rémunérés 50 € par étudiant. D'accord? Donc, ce que je veux dire, il n'y a pas vraiment de compétition quand même, parce qu'ils ont du mal à recruter. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est tellement pas intéressant au niveau financier, ça veut dire que globalement, alors là où ils sont aussi un petit peu, où l'institution quand même est un petit peu ambiguë quand même, c'est que nous les tuteurs, nous sommes inscrits sur la plateforme comme professeurs. Super. Simplement, nous, on touche à peu près 1/12 du salaire d'un professeur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas très cohérent. Voilà. Mais donc, on n'a pas vraiment de compétition sur le recrutement parce qu'il n'y a pas foule. Effectivement, en général, ils ont du mal à recruter, de par ce peu de reconnaissance quand même de la fonction. Donc là, les tuteurs vont surtout aider pour la construction des pratiques au démarrage. Ensuite, troisième pôle, nous avons les étudiants. Parce que finalement, nos pratiques, on va les construire en fonction des demandes des étudiants. Hein, certains seront plus sur le côté technique, d'autres seront plus sur le soutien, etc., etc. Donc on va construire nos pratiques en fonction de ça. Notamment aussi au niveau du langage employé, du niveau de langage. On va être obligé, effectivement, parfois, on est obligé de réajuster. Parce qu'il y a certains qui ont une certaine, comment dire, qui vont se permettre quand même certaines... la distance est parfois vraiment anéantie complètement, et donc certains se sentent très à l'aise et ont le sentiment qu'ils peuvent nous parler comme ils parleraient à des amis sur Internet. Donc là, effectivement, il faut mettre une certaine distance quand même. Hein. Donc effectivement, nos pratiques sont vraiment construites en fonction des demandes qui nous sont faites. Et enfin, un des pôles les plus importants, c'est soi. C'est-à-dire, c'est quoi ma profession dominante? Parce que forcément, elle va intervenir sur mes pratiques, c'est évident. C'est quoi mes compétences numériques? Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir proposer éventuellement comme nouvel outil? C'est quoi mon expertise de la discipline? Et enfin, quelle est ma logique individuelle? Donc, moi, mon travail, effectivement, portait là-dessus, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, sur qu'est-ce que viennent chercher les tuteurs dans cette fonction tutorale. Voilà. Et donc, ces deux derniers pôles nous permettent de voir, effectivement, les compétences qui sont développées en situation. Donc j'avais fait le choix effectivement de faire des entretiens semi-directifs, donc il y en avait une trentaine qui étaient donc répartis sur les 3 campus numériques. Donc ce qui a été mis en évidence, c'était pourquoi effectivement les tuteurs font et continuent à faire, c'est parce qu'il y a une liberté de construction. Parce que le prescrit étant peu contraignant, finalement, on a une large latitude pour construire ces pratiques. Et ça intéresse les tuteurs. Si on leur enlève ça, donc si on veut encore plus prescrire les pratiques, alors à partir de là, on va perdre beaucoup de personnes en cours de route. Parce que là, les gens, vraiment, nous avons une grande liberté. Hein, et c'est vraiment quelque chose qui est ressorti. On a une nouvelle compétence qui effectivement est ressortie, puis moi que j'ai trouvé dans mon travail, c'était ce savoir ressentir. Ce que Takam parlait tout à l'heure, finalement, ce qui va se situer dans le non-dit. Et puis quelqu'un l'avait dit aussi, c'était Mathieu, compétence de communication. Donc il y a de l'explicite, mais il y a aussi beaucoup d'implicite dans l'écrit. Et donc c'est ce savoir ressentir, puisque les gens, vous ne les avez pas a priori par téléphone, vous ne les avez pas en direct, et tout va passer par l'écrit. Donc comment on peut ressentir finalement? Est-ce que tous les étudiants sont en mesure de pouvoir écrire, verbaliser exactement ce qu'ils ressentent? Non. Et non. Donc c'est à nous, effectivement, en face, de pouvoir dire, le problème, il se situe peut-être pas vraiment là, peut-être le problème, il est ailleurs. Hein. Quelqu'un qui vous dit, moi, je pense que je vais arrêter parce que je peux plus, parce que ça me semble trop difficile. La raison est évoquée, est-ce que c'est vraiment la bonne ou est-ce que c'est pas vraiment la bonne? Comment est-ce qu'on peut récupérer la personne? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Donc il y a effectivement beaucoup de choses qui sont dans le savoir ressentir et en vue d'un savoir agir, parce que l'idée c'est ça, c'est de pouvoir effectivement continuer à garder nos étudiants et les mener au bout de leur formation, et éventuellement pouvoir bien évidemment les faire accéder au niveau supérieur. Donc possibilité de faire varier la proximité avec les étudiants par un dialogue, donc là c'est vraiment inhérent aux possibilités de chacun des tuteurs. Certains sont très à l'aise avec la communication, d'autres moins. Les pratiques construites et les compétences qui vont être développées vont effectivement être faites en fonction de ça. Et une forte prégnance d'une logique humaniste, souvent liée à une vocation. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver souvent dans les recrutements, on va souvent bien sûr retrouver des enseignants ou des formateurs, des gens qui exercent déjà ce type de profession. Bon, là, je vais peut-être passer l'articulation entre les pôles. Donc, ce qui m'a permis de dégager, je ne sais pas si vous voyez tous de loin, c'est pas évident. Donc, qui a été faite avec Pierre Gagné, donc de la TELUC, une modélisation donc, des profils des tuteurs à distance. C'est-à-dire, finalement, en fonction de ce qu'ils ont répondu, j'ai pu dégager, en fonction de nos quatre pôles, système, père, étudiant et soi, des profils assez différents. Nous, on aime bien catégoriser en France, on aime bien les modélisations, on aime bien faire ça. Donc, dans la zone 1, entre le système et les pairs, donc on a le tuteur stratège. Donc lui, il va respecter le cahier des charges et il va échanger avec les pairs, mais dans un but de publication. C'est-à-dire que lui, le tutorat, ça lui sert à mettre sur son CV éventuellement qui fait partie de l'université, et lui, il va essayer d'en faire quelque chose après, pour sa carrière. Après, en zone 2, entre les pairs et les étudiants, nous avons plutôt le tuteur empathique. Donc celui-ci, il va effectivement avoir des interactions avec ses pairs, avec les étudiants, et lui, c'est vraiment pour mener à bien sa mission. D'ailleurs, mission est un mot qui est revenu souvent dans les entretiens. Donc là, on voyait bien qu'il y avait de l'ordre de quelque chose qui était aussi de pouvoir aider les étudiants des pays étrangers, etc. Donc on retrouvait bien dans chacun des entretiens, on retrouvait bien cette notion de mission. Je me sens porteur de quelque chose. Entre soi et les étudiants, donc, on avait trouvé le tireur solitaire. Donc lui, il ne connaît pas ou il ne connaît plus le cahier des charges. Donc lui, il fait un peu comme il a envie. Il utilise ses outils, ses propres outils. Donc moi j'ai des collègues par exemple qui n'utilisent jamais la plateforme, absolument jamais, et qui vont par exemple préférer utiliser le téléphone. Voilà, donc ils font tout leur tutorat par téléphone. Ou éventuellement avec d'autres outils qu'ils ont développés, mais ils n'utiliseront pas la plateforme officielle. Ce qui pose problème à nos responsables, ça pose quand même problème, parce que ça ne fait pas très sérieux, donc vous pouvez quand même faire un effort pour utiliser la plateforme. En zone 4, entre soi et le système, on a ce qu'on appelle le tuteur rigoureux. Alors lui, il respecte scrupuleusement le cahier des charges en accord avec ses compétences professionnelles. Donc on voit que chacun, effectivement, en fonction de sa logique, de ses connaissances, va construire ses propres pratiques. Donc, quelques constats. Qu'est-ce que je propose comme formation? Est-ce que c'est même possible de proposer une formation? Est-ce que je peux concilier les attentes hétérogènes des étudiants, les pratiques tutorales singulières inhérentes à chacun des tuteurs, la nécessité pourtant d'industrialiser, ce serait quand même bien qu'on arrive à faire quelque chose de commun, et des profils de tuteurs radicalement différents. Est-ce qu'on peut en attendre une professionnalisation? L'enjeu, il y a une dizaine d'années, on se posait la question, est-ce qu'on peut créer une profession? Bon, la réponse à l'heure actuelle, elle est non chez nous. D'accord? Donc tous ces nouveaux métiers liés à la formation à distance, on a un petit peu lâché là-dessus. Là, on n'y croit plus trop. Mais par contre, maintenant, on parlera davantage de professionnalité. Et est-ce qu'on peut développer enfin des compétences qui seraient efficaces pour tous les tuteurs et tous les étudiants? Donc j'en arrive à la deuxième recherche. La recherche en cours, je me dépêche. Donc, qui est sur le développement des compétences, où on va essayer d'allier effectivement efficacité et développement de compétences pendant l'activité. Donc c'est une recherche que je vous ai expliquée tout à l'heure, qui est menée donc, conjointement avec Lyon 2 et la TELUC. Donc pour l'instant c'est une recherche exploratoire, donc on est vraiment au démarrage de notre histoire là. Toujours pareil, tuteur à distance, c'est le même principe, et on a pris un même niveau universitaire, donc la maîtrise, de façon à ne pas biaiser quand même effectivement le travail qui est fait. Contexte, donc des deux campus numériques, un terrain québécois, un terrain français.
Pareil, les étudiants, donc on fait le choix de la distance, ça c'est la même chose, ce sont les élus qui n'ont pas vraiment le choix. Les cours, donc via une plateforme numérique podcastée, c'est le même principe que tout à l'heure. Et par contre, dans les deux cas, c'est un tutorat expert qui est mis en place, c'est-à-dire par rapport à une discipline. Et on se demande comment se construisent les compétences et est-ce qu'elles sont identiques ou non, suivant le contexte. Sachant que les cahiers des charges sont aussi radicalement différents. Donc, la méthodologie, rapidement, donc entretien semi-directif, même principe. Et voilà les premiers résultats. Donc, hormis cahier des charges qu'on avait vu tout à l'heure, voilà ce qui se développe chez tous nos tuteurs en activité, quel que soit le contexte. Ce qui est quand même assez intéressant. Ça veut dire que nous avons des choses que l'on retrouve, peu importe finalement le cahier des charges initial, les tuteurs vont développer le même genre de compétences, qui sont, pas des moindres, savoir organiser son temps en fonction de ses activités autres, parce qu'ils ont tous une autre profession à côté. Savoir organiser aussi et améliorer ses propres compétences techniques. On va aussi organiser son temps en fonction des outils qui sont proposés. Éventuellement, soit je les utilise, soit je ne les utilise pas. Hein, chacun fait le choix de ce qu'il veut faire. C'est une activité quand même de tutorat, pour, si certains l'ont pratiqué un petit peu, c'est énormément chronophage cette histoire. Hein, c'est qu'on y passe beaucoup de temps à pouvoir répondre justement comment l'étudiant, par exemple, il m'arrive de temps en temps, avec certains, quand on doit leur faire dégager une problématique, etc., tout passe par l'écrit, une question est posée, on répond, l'étudiant n'a pas compris, il repose une question un petit peu à côté du vélo, alors on recommence, on essaie de lui réexpliquer d'une manière différente, l'étudiant réagit, il repart à côté, donc là il y a un moment, c'est vrai qu'on se dit, bon, c'est pas facile. Donc on va y passer quand même beaucoup de temps. Hein, autant en présentiel, bah, la personne émet une idée, on lui dit, bah non, on n'est pas trop d'accord avec toi, mais là, tout passe par l'écrit, donc c'est vrai qu'il y a un vrai travail, en plus de notre part, de verbaliser les choses et d'essayer de les rendre le plus explicites possible. Il faut savoir s'adapter au rythme. Vous pouvez répondre à un étudiant qui va effectivement travailler un autre cours entre-temps et qui va vous répondre sous 3-4 semaines. Ça veut dire qu'il a complètement perdu le fil de ce que vous l'avez dit la dernière fois. Donc il faut savoir s'adapter à ça. Donc vous aussi, entre-temps, vous avez eu plein de choses qui sont arrivées, donc il va falloir relire les anciens mails et voir où on s'était arrêté, etc., etc. Donc il faut s'adapter à ça. On ne peut pas leur imposer, en plus de nous répondre, bien évidemment, c'est chacun. C'est quand même le but de la formation à distance, et chacun s'organise comme il a envie. Le niveau de chacun. On a des étudiants qui ont un très bon niveau, qui savent très bien s'exprimer à l'écrit, bah vous avez les mêmes, hein. Et puis il y en a d'autres pour qui c'est beaucoup plus difficile. Donc là, il faut vous adapter. Adapter aussi le vocabulaire, adapter effectivement, ne pas viser trop haut, parce que vous savez, vous allez les perdre en route. Un gros travail de formalisation des consignes. Les expliciter et les reformuler. On a un vrai travail, peut-être de plus en plus marqué, au niveau effectivement de la maîtrise même de la langue. Mais ça, vous avez la même chose en présentiel. Hein. Je vous ai à peu près tous rencontrés, vous avez tous fait ressortir ça. C'est que c'est pas facile, effectivement, et la maîtrise de la langue, elle n'est pas forcément là. Donc, il faut impérativement, pour les tuteurs, on est obligé de bien formaliser les choses et de les reformuler et de les expliciter encore et encore. Savoir communiquer à distance, donc c'était ressorti aussi tout à l'heure, en adaptant les outils. Et savoir favoriser les soutiens socio-affectifs, et quel que soit le profil des étudiants. Encore une fois, quand on ne les a pas rencontrés, nous on a des regroupements, ça nous permet un petit peu quand même de saisir qui est qui et qui fait quoi. Mais quand on ne connaît pas les gens, c'est pas non plus évident, et qu'on vous paye quand même pour que le minimum d'étudiants abandonnent en cours de route. C'est pas facile effectivement d'amener le soutien à chacun. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on est obligé de développer en fait au niveau effectivement des compétences. Et ça, on a retrouvé ça sur nos deux campus, quel que soit le contexte. Et c'est pas forcément demandé au départ, mais voilà ce qui est ressorti de notre travail exploratoire. Hop, je termine. Conclusion et perspective. Donc, une fonction qui est effectuée sans formation, préalable obligatoire. Donc, oui, du côté de la TELUC, non du côté français. Hein, pas de formation, chacun l'a vraiment fait comme il l'entend. Une lourde responsabilité vis-à-vis des étudiants. Parce qu'il faut qu'on les emmène au bout. Et puis en plus, il faut qu'on les accompagne au niveau pédagogique. Donc, c'est quand même pas rien, effectivement, en fonction de chacun, de pouvoir le faire uniquement par écrit. Un cahier des charges différent, donc selon le contexte,
et un rôle différent. Mais des compétences identiques développées. Donc présence d'autodidaxie. On voit que les tuteurs, effectivement, par rapport à un cahier des charges initial, vont développer énormément d'autres choses. Et donc ça se fait parce qu'ils ont envie aussi que ça se fasse. Donc ils se forment tout seuls. Hein. Que ce soit pour les outils, que ce soit éventuellement pour l'accompagnement même, ils se forment tout seuls. Et donc là, effectivement, si pour un tutorat réussi, il faut impérativement cette dimension-là. Sinon, ça paraît difficile avec ce qu'on nous donne au départ, s'il n'y a pas une volonté d'y arriver. Moi, sur les 30, ce qui m'avait étonné quand même, sur les 30 personnes que j'avais rencontrées, sur les 30 tuteurs, un seul avait arrêté. Tous les autres étaient encore tuteurs. Donc ça m'avait quand même surprise parce que c'était quand même un travail qui était énorme de mise en place, de suivi des étudiants, et il y avait finalement peu d'abandon de la part des tuteurs. Donc il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de « bah oui, finalement j'apprends, je continue à apprendre aussi dans cette fonction-là, je continue, il se passe des choses ». Il y a une prégnance évidente de la profession. C'est-à-dire, suivant ce que je fais ce que j'ai comme profession à côté, c'est évident que je vais développer des choses différentes. Et ça, quel que soit le contexte, effectivement, on voit bien que les frontières sont très poreuses entre les deux. Et puis, donc, pareil, présence de congruence sociale et cognitive par la nécessité de s'adapter au discours et au niveau de chacun des étudiants. Et la question qui se pose, comment les développer à coup sûr, ces compétences, si elles sont effectivement construites en situation et si elles ne sont pas là au départ. Voilà donc la question qui se pose maintenant. Voilà, merci de votre attention. J'espère que ça n'a pas été trop long, un petit peu, mais j'avais dit que ça allait être pénible. Hein, je l'avais dit.